Et si nos ressources, nos capacités étaient beaucoup plus importantes que nous l'imaginons? Et si nous avions des ressources inconnues, insoupçonnées, que nous pouvons mobiliser face aux épreuves ou pour réaliser nos projets? Dans cette vidéo, je vous présente à quel point nous avons des ressources inconnues, insoupçonnées, et surtout, je vous montre comment vous allez pouvoir commencer à les mobiliser. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je m'appelle Patrick Dugois, je suis coach, formateur de coach, conférencier, auteur. Résilient depuis très longtemps, j'ai décidé de consacrer cette chaîne à la résilience, à la promotion de la résilience et au soutien des processus de résilience. Dans cette nouvelle vidéo, je voudrais vous parler de nos ressources. Je voudrais vous montrer à quel point chacun d'entre nous a bien plus de ressources qu'il ne l'imagine. Il est arrivé il y a quelques années, on était en 2016, une étrange histoire. C'est l'histoire de Charlotte, une jeune fille de 19 ans. On est à Vienna, qui est une petite ville près de Washington, en Virginie, aux États-Unis. Il se trouve que le père de Charlotte, qui s'appelle Eric, est dans son garage. Il est en train de réparer son pick-up. Alors il a mis des cales pour soulever le pick-up, il a démonté une roue, et puis il est sous le pick-up. Les cales glissent et le pick-up descend et bloque le père sous la voiture. Il appelle à l'aide, sa fille arrive, mais en même temps que les cales ont glissé, de l'essence s'est renversée et un début d'incendie a commencé. Charlotte, la fille de 19 ans, pendant 10 minutes va s'affairer, chercher, désespérer pour essayer de sortir son père de là. Et à un moment, son père raconte qu'il a senti que la pression diminuait sur son corps et il a pu sortir de sous le pick-up. Sa fille Charlotte, qui est une jeune fille fluette, elle mesure 1m68, elle pèse 58 kg, a réussi à soulever le pick-up qui fait plusieurs dizaines de kilos, peut-être même centaines de kilos. Honnêtement, je ne connais pas le poids réel de ce type de véhicule, mais elle a réussi à le lever suffisamment de quelques centimètres pour que son père puisse sortir. Et après avoir fait ça, toute seule, comme l'incendie continue, elle va pousser le pick-up qui n'a que 3 roues puisque son père a démonté une roue et elle va le sortir du garage pour qu'il n'y ait pas d'incendie et qu'il n'explose pas dans le garage. Et elle aura encore la force d'aller chercher un tuyau d'arrosage et de commencer à éteindre l'incendie en attendant les sauveteurs. Cet événement a été rapporté par la chaîne Fox News aux États-Unis et par d'autres médias locaux. Cet événement nous montre que si l'on regarde cette jeune fille, qui certes est dans une école militaire, mais qui n'est pas spécialement musclée, pas spécialement entraînée pour soulever des pick-up, eh bien on ne peut pas comprendre comment elle est parvenue à soulever ce pick-up et à sauver son père. Qu'est-ce que nous enseigne cette histoire? Elle nous enseigne 2 choses. D'abord, aujourd'hui, la médecine et les recherches n'arrivent pas complètement à expliquer comment une personne aussi menue peut développer autant de force. Pourtant, certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de lire des faits divers comme celui-là, où des personnes ont eu soudainement une force absolument extraordinaire. Alors, on met ça sur le compte en général de l'adrénaline et du fait que l'adrénaline génère au niveau du corps une capacité physique et musculaire très importante. Honnêtement, je ne suis pas médecin, je ne suis pas en capacité de donner une explication précise. J'ai compris, en faisant des recherches sur le sujet, qu'on n'arrivait pas à rendre compte pleinement de ce mécanisme. Mais ce qui est important pour moi dans cette histoire, c'est de voir que si nous avions demandé, si nous avions fait une interview de Charlotte, 2 heures avant que n'arrive l'incident, et que nous lui avions demandé si elle était capable de soulever un pick-up pour sauver quelqu'un, il est probable qu'elle aurait ri, et que jamais elle ne se serait estimée capable de le soutenir. Ce point est essentiel. En réalité, et c'est là que je veux en venir en vous racontant cette histoire, le sentiment de notre efficacité l'augmente.
Dans le cas de Charlotte, c'est même pas le sentiment de son efficacité, je pense qu'elle ne se pose aucune question, elle est désespérée, elle veut sauver son père. Quelque chose se met en mouvement dont elle a à peine conscience. Mais en même temps, elle ne doute pas un seul instant, elle essaye, elle ne se pose pas de questions sur sa force physique et elle n'est pas en train d'essayer d'évaluer la relation entre sa force physique et le poids qu'il a soulevé. Elle pense très spontanément, de manière très instinctive, presque animale, qu'elle va le faire. Et ça, c'est le sentiment de son auto-efficacité. Vauvenargues dit dans une citation « Le sentiment de mon efficacité l'augmente ». Le sentiment de mon efficacité l'augmente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez le sentiment d'être particulièrement efficace, si vous avez le sentiment d'être très bon en maths, vous allez devenir bon en maths. Si vous avez le sentiment que vous êtes doué pour les affaires, vous allez devenir doué pour les affaires. Si vous avez le sentiment que vous parvenez facilement à nouer des relations, vous allez être assez aisé dans les relations. En réalité, il y a un lien étroit entre l'idée que je me fais de ma propre efficacité et mon efficacité elle-même. Ce point, si on y réfléchit, est assez facile à comprendre. Imaginez une équipe de football qui serait dans le vestiaire et qui aurait perdu ses 5 derniers matchs. Cette équipe est dans le doute et elle craint de perdre le 6e match. Il se trouve qu'elle n'a pas un très bon coach et le coach se contente de leur dire « Écoutez, il n'y a pas de raison, on a déjà perdu 5 matchs, donc ça va bien finir par s'arrêter, donc il n'y a pas de raison qu'on perde le 6e match. » Ce n'est pas un très bon argument, mais pourquoi pas cet argument? Ce n'est pas un argument très mobilisateur. Et en faisant ça, le coach souligne qu'ils ont perdu 5 matchs. Donc il ne fait qu'ancrer le sentiment d'inefficacité. Il est probable que cette équipe, quand elle va arriver sur le terrain, va être dans le doute et il est probable qu'elle va prendre des buts. Imaginez à l'inverse qu'une équipe reste sur 3 victoires consécutives et que le coach qui est là non seulement souligne qu'il y a eu 3 victoires consécutives, mais que ça ne dit rien du match parce qu'il va falloir le jouer de manière à éviter évidemment les excès de confiance, mais en même temps qu'il leur indique que s'ils ont gagné ces 3 matchs, c'est parce qu'ils ont trouvé une bonne manière de jeu, c'est parce qu'ils ont trouvé une fluidité pour se passer la balle, c'est parce qu'ils sont dans une bonne condition physique. À partir du moment où les joueurs vont adhérer, où l'équipe va adhérer à ces déclarations, et c'est à la capacité, à la compétence du coach de réussir à les faire adhérer, eh bien il y a de fortes chances qu'arrivé sur le terrain, ils gagnent le match. Donc il y a un lien étroit entre le sentiment de ma force, pour soulever un poids par exemple, le sentiment de ma compétence dans un domaine particulier et la compétence elle-même. Alors me direz-vous, ça relève un peu de la méthode Coué et de l'autoconviction. Alors d'abord, la méthode Coué, et j'y reviendrai probablement dans une autre vidéo, est une méthode qui, à l'époque où son inventeur l'a popularisée, l'a rendue populaire dans le monde entier et lui a permis d'apporter un soutien à beaucoup de monde. Donc c'est devenu, dans le langage courant, péjoratif, mais en réalité, la méthode Coué est liée à l'autoconviction et on sait aujourd'hui, grâce aux neurosciences, que le travail d'autoconviction va avoir des conséquences sur notre fonctionnement. Mais un autre chercheur qui s'appelle Albert Bandura, qui est un chercheur de psychologie de l'université de Stanford, s'est intéressé à l'auto-efficacité. Il a réalisé une synthèse des travaux. Je vous la présente parce qu'elle vaut son poids. C'est un livre qui fait 800 pages et qui synthétise tous les travaux de psychologie et de psychologie sociale sur l'auto-efficacité, aussi bien l'auto-efficacité au travail, à titre personnel, à titre collectif, sur le plan sportif. Que nous disent tous ces travaux? Ils nous disent en réalité et de manière simple ce que disait déjà Vauvenargues, c'est le sentiment de notre efficacité l'augmente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez en vous des ressources inexploitées, inexplorées. Et si vous y réfléchissez, peut-être que vous n'avez pas eu à soulever un pick-up dans les conditions de Charlotte, dans sa ville de Vienna en Virginie. Mais repensez à votre vie et vous repérerez des moments où vous avez fait preuve de compétence, où vous vous êtes surpris vous-même, où d'autres vous ont été étonnés de comment vous avez géré telle situation, comment vous avez réagi dans telle autre situation, de comment vous vous êtes débrouillé, de comment vous avez inventé une solution, de comment vous avez été résistant peut-être à un moment, de comment vous avez tenu le coup à un autre moment.
Et vous allez vous apercevoir qu'en réalité, si avant chacun de ces événements, on vous avait interviewé en vous demandant « Est-ce que vous pensez que vous êtes capable de faire face à une maladie pendant 3 ans? Est-ce que vous pensez que vous êtes capable de vous remettre d'un chômage de 18 mois et de reconstruire votre carrière? Est-ce que vous pensez que vous êtes capable, après un burn-out, de devenir quelqu'un de formidable avec une nouvelle énergie ?» Probablement que vous diriez non. Et pourtant, ce que montre l'exemple de Charlotte, ce que confirme Vauvenargues, ce que montrent les travaux de recherche, c'est que, en réalité, nous n'utilisons qu'une part faible de nos compétences, de nos ressources et de nos capacités, probablement, selon les personnes, 50, 60, 70%, mais guère plus. Pourquoi? Parce que nous ne soupçonnons pas à quel point nous avons des ressources. Et c'est en fait les épreuves, les difficultés de la vie qui nous mettent dos au mur et qui nous obligent à sortir ce qu'on a dans les tripes, comme on dit parfois trivialement, c'est-à-dire à mobiliser des ressources inconnues, à trouver des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé, à être tenace dans la durée, etc., etc. Ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est que ce n'est pas une idée simple dans une conversation, ce que je vous raconte. C'est confirmé par les travaux de recherche, c'est confirmé par un certain nombre de faits divers, et peut-être que certains d'entre vous ont connaissance d'autres faits divers. N'hésitez pas à les indiquer dans les commentaires. Je pense que c'est intéressant pour tout le monde de pouvoir s'y référer. Pourquoi? Parce que ces faits divers nous montrent que ça existe. Et le fait même que ça existe pour d'autres nous montre que ça existe pour nous. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous rappelle, si vous ne l'avez pas déjà fait, que vous pouvez vous abonner de manière à faire grandir la communauté des personnes qui s'intéressent à la résilience. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.